Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un week-end entier de webconférences dédiées aux maladies rares. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette webconférence spéciale sur les déficits immunitaires avec le professeur Despina Moussous et le docteur Frédéric Rioloca. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran, ou vous pouvez également lever la main et dans ce cas-là, nous activerons votre micro et votre caméra et vous pourrez alors poser votre question en live. Très bonne conférence à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce sujet qui nous tient à cœur. Moi, je suis Despina Moussous, je travaille donc à Necker dans le service de déficit immunitaire héréditaire et j'ai une activité de recherche dans l'Institut Imagine. Et je laisse se présenter mon collègue. Bonjour, je suis Frédéric Rioloca. Donc moi, je dirige un laboratoire à l'Institut Imagine, je suis chercheur. Ce laboratoire qui s'appelle Immunogénétique des des maladies auto-immunes pédiatriques se focalise sur certains déficits immunitaires qui conduisent le système immunitaire à se retourner en fait contre son propre organisme et donc à cause des maladies par cette dérégulation. Et l'objectif, c'est d'identifier ces causes génétiques pour essayer de mieux comprendre ces maladies et évidemment pour pouvoir retourner après vers les patients et pouvoir proposer des traitements plus spécifiques et plus efficaces. Donc, peut-être on va discuter un petit peu de déficit immunitaire parce que c'est assez large comme définition. Donc, les déficits immunitaires, ce sont des maladies qui sont causées par l'absence ou le mauvais fonctionnement de certains globules blancs. Alors, il y en a de nombreux types différents. Et la mauvaise fonction, l'absence de l'un de ces déterminants du système immunitaire va causer des maladies. Alors, ces maladies, elles sont dans les déficits immunitaires, on voit qu'elles peuvent être de trois ordres. Des infections à des agents pathogènes communs, que ce soit des virus ou des bactéries. Mais le déficit immunitaire peut causer également une plus grande susceptibilité de développement de certains cancers, ce qui montre le rôle du système immunitaire dans le contrôle de l'émergence des tumeurs. Notre système immunitaire a pour objectif de les détecter et de les éliminer. Et puis, ces patients souffrent également de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires. Donc, c'est une dérégulation, une absence de régulation plutôt de la réponse, parce qu'une fois que la réponse est mise en place, il faut qu'elle s'éteigne et il arrive que les maladies génétiques causent ces hyperinflammations ou ces maladies auto-immunes. Tu veux rajouter quelque chose? Effectivement, dans le service depuis les années, fin des années 70, on fait des greffes de moelle osseuse pour effectivement les formes les plus sévères de ces dérégulations déficit immunitaire. Avec l'avance de la compréhension de toutes ces maladies, il y a d'autres voies de traitement qui s'ouvrent. Et c'est là où il y a une interaction très, très riche entre l'Institut de recherche avec donc le docteur Rioloca, mais aussi d'autres chercheurs. Chacun a un peu son point d'intérêt dans les différentes facettes du système immunitaire, on va dire. Et c'est là où on a vraiment beaucoup d'interactions et des nouvelles pistes, pas seulement diagnostiques, pour mieux comprendre une maladie, parce que c'est toujours le premier pas dans la prise en charge d'un patient avec une maladie complexe, d'avoir vraiment des idées précises sur le mécanisme sous-jacent. Et dans un deuxième temps, sur la prise en charge, très concrètement, est-ce que c'est la greffe de moelle? Est-ce qu'il y a des thérapeutiques ciblées? Et comme ça a été développé d'ailleurs sur le site par le professeur Cavazzana et le professeur Fischer, certaines formes où on peut proposer des thérapies géniques parce qu'on a compris la cause génétique et qu'il y a des moyens très sophistiqués pour, entre guillemets, réparer ce défaut directement sans passer par une greffe d'un donneur apparenté compatible. Voilà, donc ces thérapies géniques, donc cette espèce de médicament génétique,
il nécessite bien évidemment qu'on ait identifié la cause génétique. Et donc, c'est la relation qui existe entre le service clinique qui prend en charge ces malades qui arrivent avec des déficits immunitaires dont on ne connaît pas la cause. Donc, il en existe aujourd'hui un grand nombre, plus de 430 déficits immunitaires génétiques ont été identifiés aujourd'hui, et il y a encore d'autres découvertes. Donc, la première mission, c'est d'identifier cette cause génétique. Alors, parmi les 430, on peut rechercher des causes qui sont connues, et puis parfois, il n'y a pas de cause encore identifiée, et donc c'est le travail des laboratoires d'essayer d'identifier ça. Donc, comment on fait à partir des prélèvements de patients, et c'est le but de l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques, c'est d'identifier dans notre patrimoine génétique l'erreur qui va causer cette maladie. Alors, quand on parle de patrimoine génétique, c'est donc nos chromosomes, notre ADN, qui a été hérité par moitié de chacun de nos parents, et toutes nos cellules, en dehors de quelques-unes, comme les plaquettes ou les globules rouges, ont un noyau dans lequel est contenu ce patrimoine génétique qui est photocopié, qui est, à chaque fois qu'une cellule se divise, il faut le répliquer pour que ça puisse donner deux cellules avec le même contenu génétique. Donc, ce contenu génétique, il est assez immense, et je crois qu'on connaît maintenant, tout le monde assez bien, la terminologie ATGC, qui sont les 4 déterminants qui composent nos chromosomes. Et en fait, il y en a à peu près 2 milliards par noyau dans chaque cellule. Donc, si on écrit ce code ATGC, donc, qui est présent à 2 milliards d'exemplaires dans un ordre différent, si on écrit ça sur une feuille de papier A4 en caractère 12 et qu'on empile ce code génétique, on a une pile de papier qui ose jusqu'à la hauteur du premier étage de la Tour Eiffel. Donc, ça donne un petit peu une dimension de défi qui nous attend quand il faut identifier une cause génétique, puisque donc ensuite cette pile de papier est bien rangée dans des étagères, dans des bibliothèques. Donc, il y a les chromosomes de 1 à 23, les chromosomes X, Y, de 1 à 22, pardon, de chromosomes X, Y, et cette information est bien rangée. Et il nous faut lire l'ensemble de cette information et essayer de déterminer. Alors, parfois, il manque une étagère complète, parfois, il peut manquer un livre, parfois, il manque une phrase ou une page dans ce code, et parfois, c'est juste un changement très, très simple, un T à la place d'un G, qui va causer une maladie génétique. Donc, le défi, il est là, c'est de pouvoir lire le plus rapidement possible l'ensemble de l'information et de la comparer, celle qu'on aura lue pour un patient, et de la comparer à des bases de données qui existantes, publiques, et donc d'essayer de voir où se trouve cette erreur ou ces erreurs quand il s'agit d'une erreur héritée de chaque parent. Donc ça, c'est la première étape d'identification de la cause génétique. Et ensuite, au laboratoire, on va essayer de comprendre en fonction du gène qui est atteint, quels sont les mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans l'apparition de cette maladie. Ça, ce sont vraiment ces travaux expérimentaux qui se font à la paillasse au laboratoire. Une fois qu'on a cette identification et la compréhension de ce mécanisme, là, c'est là qu'il y a un retour vers la clinique pour que les cliniciens, en connaissance des traitements qui sont disponibles, puissent éventuellement adapter la thérapeutique. C'est là où, effectivement, il y a aussi pas mal de molécules de biothérapie qui rentrent en jeu, parce que plus qu'on connaît le mécanisme défaillant, plus on a la chance d'intervenir vraiment par moment précisément au niveau d'un blocage ou d'une suractivité ou d'un manque d'activité pour mieux réguler le système immunitaire, ce qui peut parfois, de manière vraiment spectaculaire, changer la qualité de vie de nos patients. Et c'est là où on s'accroche dans cette démarche de recherche pour aller toujours plus loin, pour offrir
au maximum ces nouveaux thérapeutiques à nos patients. Oui, tout à fait. Donc, on a eu quelques exemples récents. Alors, parfois, cela peut prendre très longtemps. On dit souvent qu'entre l'identification d'une maladie génétique et le traitement, il peut se passer des dizaines d'années. Et c'est vrai que de temps en temps, parce que les molécules thérapeutiques ne sont pas disponibles ou parce que ça prend du temps de vérifier que c'est vraiment tel mécanisme qui est défectueux chez un patient, parce qu'il ne s'agit pas de faire des hypothèses, il faut avoir vraiment démontré les choses. Mais de temps en temps, ça va assez vite et récemment, on avait eu l'exemple de l'identification d'une cause génétique d'une maladie qui est très sévère et qui atteint les poumons, les vaisseaux, chez des enfants qui sont vraiment, et Despina pourra probablement détailler un peu plus, très sévèrement atteints. Chez lesquels la greffe justement de moelle osseuse, donc le changement de leur système immunitaire n'est pas forcément effectif. Donc l'identification avait eu lieu en 2014 d'un gène qui s'appelle Sting, comme le chanteur. Ce gène est très important pour produire une molécule qui aujourd'hui est dont on connaît aujourd'hui l'importance dans la défense contre les virus, qui sont les interférons. Et donc, ces enfants produisent en fait des quantités d'interférons colossales, qui est non contrôlée. Comme je le disais tout à l'heure, une réponse immunitaire, une fois que c'est mis en place, elle doit s'arrêter. Et là, chez ces enfants, c'est comme s'ils avaient une infection permanente. Ils produisent de l'interféron en permanence, ce qui leur cause de grands problèmes de santé. Et entre l'identification de la mutation et les traitements qui ont été proposés, se sont passés 2 ans. Ouais. Et ça, effectivement, nous a aussi permis de mieux comprendre que parfois la greffe de moelle osseuse ne peut pas tout guérir, hein, parce que effectivement, quand on a un déficit immunitaire lié à un problème de programmation génétique uniquement au niveau des cellules du système immunitaire, c'est là effectivement où quand on change le système immunitaire, on peut tout guérir. Mais là, on a compris rétrospectivement que pour cette maladie liée à un défaut en Sting, ce n'est pas le cas parce que cette molécule qui est exprimée dans d'autres types cellulaires dans l'organisme, qu'on ne changera pas avec la greffe, ça veut dire que certaines problématiques de la maladie persistent et on a compris ça rétrospectivement parce que sans le savoir, on avait greffé un enfant fin des années 90 pour un déficit immunitaire qui, à l'époque, était resté sans diagnostic. Et on a vu certains aspects de la maladie vraiment s'améliorer, mais il y avait d'autres aspects de la maladie, notamment une atteinte cutanée très sévère, très invalidante, très douloureuse, qui persistait. Et rétrospectivement, quand effectivement, c'était 2014, je crois, le gène a été identifié, on s'est dit, à ce patient, il va falloir qu'on retourne pour voir s'il n'était pas malade à cause d'un défaut dans ce gène, ce qui a été confirmé. Et on a pu effectivement lui apporter une aide en mettant des traitements spécifiques qui inhibent cette surstimulation de la voie des interférons. Et ce patient a donc pu bénéficier, voire améliorer sa qualité de vie grâce à ces traitements, mais ça nous montre aussi l'importance de vraiment comprendre jusqu'au détail, au plus fin du détail, la maladie d'un patient pour choisir et proposer le traitement qui va vraiment prendre en charge tous les aspects de sa maladie. Voilà, donc une relation extrêmement forte entre la clinique et la recherche qui est faite ici à l'Institut Imagine. Donc le service clinique est un tout petit peu plus loin, mais les consultations peuvent aussi se dérouler au rez-de-chaussée. Donc une proximité du patient-médecin avec les chercheurs. Et aussi une illustration intéressante, c'est que ces recherches sur des maladies rares, puisque les déficits immunitaires, même s'ils sont nombreux, restent des maladies rares, heureusement, se permettent parfois de faire des découvertes qui vont intéresser les maladies fréquentes. Et c'est ce qui s'est passé avec cette pathologie liée donc, à une mutation du gène Sting, où les enfants produisent beaucoup d'interférons et ont une atteinte des poumons qui est extrêmement sévère, avec une infiltration de certains globules blancs de leurs poumons qui leur cause vraiment de gros problèmes. Et c'est cette observation
et l'analogie avec l'infection par le coronavirus qui a amené un clinicien de l'hôpital Cochin, Benjamin Terrier, à nous dire les patients les plus sévères des formes de la Covid ressemblent à ce que vous avez décrit chez les patients STING. Donc peut-être qu'il s'agit d'un excès de production d'interférons et que du coup, on pourrait le contrôler puisque vous aviez réussi à contrôler, en tout cas en partie, la pathologie liée à ce gène. Donc on s'est lancé au mois de mars dernier dans des expériences extrêmement denses, extrêmement rapides pendant 2 mois, de avril 2020 à mai 2020. Et en fait, les résultats ont été complètement opposés à ce qu'on attendait, à l'hypothèse. C'est aussi un peu l'exaltation de la recherche. Parfois, on fait une hypothèse, il faut la tester, il faut faire des expériences et observer les résultats de façon solide. Et là, chez les patients les plus sévères de la COVID, on a observé qu'il y avait une diminution très importante de la production d'interférons. Alors ça avait des conséquences importantes pour cette maladie, évidemment, que vous connaissez tous, extrêmement fréquente, puisque ça indiquait que, d'une part, on pouvait avoir des marqueurs pour essayer d'identifier des patients qui vont développer les formes les plus sévères et qui risquent malheureusement d'en mourir, et d'autre part, parce que ça apporte éventuellement une voie thérapeutique en apportant ce qui va manquer à ces patients les plus sévères. Donc voilà, l'illustration que l'étude génétique des mécanismes d'une maladie extrêmement rare, qui est la maladie liée au gène STING, a pu contribuer à mieux comprendre une maladie beaucoup plus fréquente comme l'infection par le coronavirus, le SARS-CoV-2, et apporter une pierre à l'édifice. Alors, il y en a beaucoup, il n'y a pas que, évidemment, pas que celle-là, mais qui montre que l'étude des maladies rares n'est pas l'étude d'un groupe limité de patients, mais que ça peut avoir des conséquences importantes pour la compréhension de maladies beaucoup plus fréquentes, notamment chez l'adulte. Donc, évidemment, l'objectif reste d'identifier les causes génétiques, de comprendre leur mécanisme pour traiter les enfants qui sont pris en charge ici, mais on peut voir que les applications peuvent être assez larges. Et parfois, effectivement, si on change de sujet partant de STING, parfois, il faut par contre un peu plus de temps pour aboutir. Donc là, ça ne va pas me rajeunir, mais quand j'étais arrivée à Paris, j'étais d'abord dans l'unité de recherche dirigée à l'époque par le professeur Fischer, et j'ai eu la chance de participer à l'identification d'un gène, d'une maladie rare, d'un déficit immunitaire combiné sévère, par défaut d'un gène qu'on a donc nommé Artemis, parce qu'Artemis, c'est l'ADS qui protège les enfants, les animaux, et qui a le pouvoir de donner la vie et la mort. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom ambitieux. Et c'est une maladie, donc, du coup, qui peut être guérie par la greffe de moelle osseuse, mais vu que c'est une molécule qui est au-delà du système immunitaire, sensibilise les cellules qui ont un défaut de réparation d'ADN à mal tolérer la chimiothérapie. C'est des enfants qui, post-greffe, vont avoir des complications plus sévères que d'autres enfants greffés. Et c'est que maintenant, donc l'année 2021, qu'au sein du service du professeur Cavazzana, les premières études pour une thérapie génique se mettent en place. Donc ça a mis presque 2 décennies, voire un peu plus, pour arriver de la description d'une maladie, de la compréhension pourquoi la greffe se passe moins bien chez ces patients, jusqu'à la chance de pouvoir aboutir à une thérapie génique. Et ça aussi, c'est un autre exemple entre des multiples exemples. On ne va pas pouvoir discuter chaque maladie des 430 déficits immunitaires décrits, mais ça montre la force de cette concentration ici sur le même site d'une unité de recherche réputée, active, mais aussi d'un centre de référence de maladies rares du déficit immunitaire avec une activité clinique très importante. Nous faisons presque 50 greffes par an pour des maladies rarissimes, et c'est cette interaction qui est au bénéfice pas seulement, comme tu l'as bien dit, du patient atteint de sa maladie rare, mais plus largement d'autres patients avec des adultes, avec d'autres pathologies, où on peut exporter nos connaissances vers des maladies plus fréquentes.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est encore une fois l'illustration parfaite de l'importance de la proximité entre la recherche et la clinique. Il faut que tout le monde puisse discuter ensemble pour développer de nouvelles approches. Alors, parmi les nouvelles approches et parmi les études qui sont menées à l'Institut génétique, il y a de très nombreux projets, d'autres projets de thérapie génique, et puis des projets pour tester des nouveaux traitements qui sont issus des résultats de la recherche. Et dans le cadre des maladies, des déficits immunitaires qui causent des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires, l'explosion du séquençage et donc de l'identification des causes génétiques nous a montré quelque chose d'assez surprenant, qui est que des individus différents, de différentes familles, avec exactement des mutations du même gène, voire parfois exactement la même erreur, vont avoir en fait des présentations qui vont être très différentes. Certains vont avoir un diabète, d'autres vont avoir plutôt des rhumatismes, certains vont avoir une réponse auto-immune contre leurs globules rouges ou leurs plaquettes. Donc, ça va conduire à une certaine errance diagnostique si on n'a pas la mutation, et surtout le fait que ces patients, bien qu'ils ont la même cause génétique, ils ont des présentations extrêmement différentes. Donc là, on se lance justement dans un projet qui va faire appel à l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui modifient l'expression d'une maladie avec une cause génétique similaire ou identique. Et donc, l'idée, c'est là, cette fois-ci, c'est sur un partenariat à la fois public et privé, de monter un projet assez ambitieux d'étude de 250 patients atteints de déficit immunitaire avec auto-immunité. Et là, cette fois-ci, on va aller au-delà du gène, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui s'exprime, donc les fameux ARN messagers. Et donc, l'ARN messager, c'est en fait une photocopie d'une des pages de ces très nombreux livres qui sont dans les étagères de nos chromosomes. Donc, on va regarder cette fois-ci cellule par cellule, et ce sont ça les nouveaux progrès. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les technologies nous permettaient de regarder un ensemble de cellules, et donc on fait des moyennes. Et aujourd'hui, on a les outils pour aller regarder cellule par cellule et apprendre quels sont les mécanismes qui sont dérégulés dans une cellule ou dans une autre, dans un type cellulaire ou dans un même type cellulaire, différentes cellules ne vont pas avoir la même réponse. Et donc ça va générer un nombre d'informations qui est colossal et avec lequel le cerveau humain ne pourra pas relier systématiquement un type de présentation clinique avec ces dérégulations. Et donc, on va faire appel à des outils d'intelligence artificielle qui sont capables d'apprendre au fur et à mesure des expériences et au fur et à mesure qu'on va faire inclure les patients dans ce protocole de recherche. Et en parallèle, on va essayer d'étudier les bactéries qui composent leur intestin, puisqu'on sait aujourd'hui, le fameux microbiote, que ce microbiote peut avoir, en fonction du type de bactéries qui vivent dans nos intestins, et ça c'est vrai chez tout le monde, on a tous des bactéries, on a même plus de bactéries que de cellules, puisqu'on est à peu près composé de 10 000 milliards de cellules, il y a 10 fois plus de bactéries et 100 fois plus de virus. Donc en fait, notre organisme, il est fait de nos cellules, mais il est fait de 10 fois plus de bactéries, 10 fois plus de virus qui vont évidemment avoir un impact sur le type de réponse immunitaire. Et l'hypothèse, c'est qu'en fonction des bactéries qui vont être présentes dans l'intestin, dans nos intestins, on pourrait avoir une inflammation, une auto-immunité qui va être différente d'un individu à l'autre. Donc, c'est à la fois explorer la cause génétique, les conséquences de cette cause génétique sur l'expression des gènes, mais également l'environnement du patient avec possiblement des thérapeutiques qui pourront émerger sur le fait qu'avec certains antibiotiques, on pourra bloquer la présence de certaines bactéries si elles sont montrées être associées avec une expression particulière d'un symptôme. Donc, ce sont des projets qui sont lancés, qui sont en cours et qui montrent que en fait, l'exploration du vivant est infinie. Et donc, au-delà du gène, on va essayer maintenant de rentrer dans les mécanismes intimes, cellule par cellule, pour comprendre
comment les symptômes peuvent se mettre en place par ces dérégulations et bien sûr pouvoir après intervenir de façon encore plus précise pour essayer de diminuer l'errance diagnostique qui peut exister, puisque tous les centres hospitaliers en France et ailleurs n'ont pas forcément les outils d'expertise que nous avons. Et donc, je pense que c'est bien connu que certains patients vont voir plusieurs services pour essayer de comprendre quelle est leur maladie et d'essayer évidemment de réduire ce qu'on appelle l'errance thérapeutique. C'est que malheureusement, parfois, quand on n'a pas les causes génétiques et quand on n'a pas les mécanismes, on rentre dans l'essai de traitement par expérience, puisque c'est un peu le principe de la médecine. Il y a des symptômes et on donne certains traitements qui sont parfois efficaces, parfois moins efficaces. C'est là aussi où la force du centre de référence est à mentionner, parce qu'on est donc en France organisé avec tout un réseau pour les maladies rares, et donc, sur lesquels on a donc, le centre de référence pour les déficits immunitaires héréditaires, pédiatriques adultes, avec tout un réseau de cliniciens répartis sur le terrain de la France qui participent avec des réunions de concertation pour justement éviter que les patients ont ce parcours de errance avant d'arriver dans un centre d'expertise pour pouvoir bénéficier de la meilleure prise en charge, même s'il y a un écart, on a encore des limites, des maladies qu'on ne comprend pas, même s'il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour effectivement avancer sur ce point, mais on a cette force de réseau, de travailler ensemble avec les différents centres, ce qui montre aussi un peu la mobilisation autour à travers la France au jour d'aujourd'hui pour cette journée de maladies rares. Oui, je crois que c'est vraiment très important parce que il y avait toujours un peu dans l'idée des familles et des patients que c'est tel professeur à tel endroit qui peut avoir une solution. Donc aujourd'hui, les choses sont faites en concertation entre différents services pour enrichir tout le monde des différentes expériences qu'ils ont dans les différents centres hospitaliers, mais aussi dans les centres de recherche, de façon à pouvoir prendre des décisions concertées et que tout le monde soit d'accord sur la décision d'une prise thérapeutique, d'une décision thérapeutique, et que ce n'est plus un individu dans un coin qui décide que ça se fait comme ça. Et au contraire, ça permet, je pense, d'améliorer la prise en charge et de bénéficier directement aux patients. Donc, ce que vient de dire Despina est essentiel. Ce ne sont pas des travaux de certains individus plus que d'autres, c'est vraiment un ensemble de la recherche et c'est la raison pour laquelle on a créé cet institut de recherche, de façon à ce que les équipes puissent partager leur expérience sur les déficits immunitaires ou sur d'autres maladies génétiques, mais parce que certains vont être experts dans un certain domaine de la biologie, d'autres experts dans certains domaines moléculaires, et c'est en regroupant ces forces de recherche qu'on va progresser, et c'est exactement la même chose au niveau clinique, où c'est en partageant les expériences et donc en faisant des réunions de concertation que le traitement des patients. Et donc ça, c'est un gros travail aussi des centres de référence de répertorier et de pouvoir organiser ces réunions concertées. Et tout cela s'inscrit même dans un contexte international où il y a, il faut le dire, aussi des interactions très importantes qui font avancer les recherches pour ces maladies très rares. Oui, tout à fait, oui. Il y a déjà au niveau européen, notamment la Société européenne des déficits immunitaires permet de mettre en contact les équipes françaises avec les équipes européennes, mais aussi des équipes américaines ou australiennes. Donc, un grand réseau international qui permet d'améliorer la compréhension des déficits immunitaires et par conséquent d'améliorer la prise en charge des patients. Comment? Il y a pas mal de questions sur Alors, du coup, on a une première question d'un spectateur anonyme qui demande: est-ce que la pandémie actuelle vous permet de découvrir de nouvelles maladies génétiques en lien avec le système immunitaire? Alors oui, enfin de nouvelles maladies génétiques peut-être pas, mais en tout cas d'identifier dans les formes sévères des causes génétiques. Donc c'est à peu près 1 à 3% des formes sévères
ont des causes génétiques qui expliquent, ou en tout cas qui correspondent au fait qu'ils ont développé une maladie sévère, parce que justement, la voie de l'interféron est affectée. Et donc ça a été montré par des laboratoires ici et des laboratoires ailleurs. Donc les causes génétiques peuvent être en effet responsables de formes sévères, et en particulier chez des individus jeunes, ce qui normalement n'arrive pas ou vraiment très rarement. Et donc ça montre l'implication de ces déficits immunitaires dans la susceptibilité au virus. D'accord, alors on a une deuxième question d'un autre spectateur anonyme qui demande quels sont les facteurs qui nous protègent des déficits immunitaires. Quels sont les facteurs qui nous protègent des déficits immunitaires? Alors, donc les déficits immunitaires, quand ils sont génétiques, c'est vraiment une erreur de code donc, du fonctionnement. Et donc là, ça va vraiment être la thérapeutique qui va pouvoir les aider. Après, il existe de nombreux déficits immunitaires dits secondaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur génétique, ça peut être une infection, par exemple. Et la plus connue, c'est le VIH, qui attaque directement le système immunitaire et qui crée un déficit immunitaire secondaire. Ça peut être des déficits immunitaires qui sont liés au traitement. Quand on veut traiter un patient pour un cancer, et on va induire avec la chimiothérapie un déficit immunitaire qui peut le rendre susceptible. Donc ça, ce sont ces causes. Et la plus grande cause de déficit immunitaire sur la planète, c'est la malnutrition. Donc, alors, ce n'est pas la peine d'aller prendre des charges de vitamines qui seraient totalement inutiles. C'est en concertation avec son docteur, vérifier qu'on a des taux de vitamine D qui sont normaux, et surtout avoir une alimentation équilibrée, éviter les carences. Et ça va aider à développer un système immunitaire efficace. Donc, éviter les carences et surtout ne pas prendre des produits qui sont censés être stimuler le système immunitaire, ce qui ne veut absolument rien dire et qui n'apporte absolument rien à part des sous aux gens qui les vendent. D'accord. Il y a également Barbara qui demande: est-il possible qu'un enfant exprime une maladie génétique et que son vrai jumeau ne l'exprime pas? Oui, son vrai jumeau. Son vrai jumeau. Alors, ça peut exister parce que certaines maladies, déficits immunitaires primitifs, donc génétiques, apparaissent au cours du développement. Et donc, ce sont ce qu'on appelle des mutations somatiques. C'est extrêmement rare. Déjà, il n'y a pas beaucoup de vrais jumeaux. Mais, donc, il peut arriver qu'une mutation somatique, ça veut dire qui n'a pas été héritée d'un des parents, mais qui s'est… chaque fois qu'une cellule se divise, elle est obligée de faire la photocopie de l'ensemble des livres qui sont dans les étagères. Je rappelle, haut jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. Et de temps en temps, dans ces photocopies, il y a des erreurs. Et ces erreurs, si elles apparaissent tôt au cours du développement, après la séparation des jumeaux, on peut avoir une maladie génétique qui va s'établir, qui va apparaître chez un des jumeaux et pas chez l'autre. Il peut y avoir une discordance d'expression de maladie chez des vrais jumeaux. Donc, ils sont, leur génome est quasiment identique aux erreurs près qui sont faites dans chaque cellule qui recopie son ADN, donc qui recopie l'instruction génétique et qui peut causer une maladie, ça existe, mais c'est rarissime. Du coup, vous parliez juste avant de l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Il y a Anne Maud qui demande le microbiote est très tendance. Est-ce que les probiotiques que l'on peut nous vanter sont vraiment efficaces pour lutter contre les dérégulations? Je crois qu'on n'a pas encore suffisamment d'arguments pour affirmer cela. C'est effectivement un espoir qu'on puisse un peu agir sur ce microbiote à un moment pour mieux réguler les réponses immunitaires. Mais aujourd'hui, on en est vraiment encore au stade expérimental de modèles, des modèles animaux, des modèles cellulaires. Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir dire qu'il faut prendre des probiotiques pour améliorer un déficit immunitaire. D'accord. On a une nouvelle question de Nasser qui demande qu'en est-il du partage d'informations entre les laboratoires travaillant sur les mêmes pathologies, notamment que les patients sont rares et les informations sont rares? Merci. Alors, le partage, il est assez grand. Alors, évidemment, pendant un certain moment, en général, les informations vont rester au sein du laboratoire jusqu'à ce que ce soit publié.
Mais après, on partage des lignées cellulaires, on peut partager des informations sur les expressions de gènes, on peut partager des outils, des anticorps ou des constructions génétiques qui ont été faites pour montrer. Donc, non, il y a un assez grand échange, justement. Et pour nous, c'est important de pouvoir collaborer avec des laboratoires qui sont même extérieurs à Imagine, dans la mesure où ils vont avoir des technologies auxquelles on n'aura pas forcément accès, ou plutôt ils auront une expertise dans un certain domaine. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment un échange gagnant-gagnant, parce qu'eux sont ravis de pouvoir travailler sur des modèles génétiques qui leur permettent de mieux comprendre certains mécanismes. Et nous, ça nous apporte leur expertise sur certains domaines de la biologie qu'on ne maîtrise pas, donc on ne peut pas maîtriser toute la biologie dans un seul institut, et qui vont permettre de mieux comprendre la pathologie d'un patient, et à ce moment-là, de pouvoir éventuellement intervenir. Parfois, la recherche aussi, elle est déjà faite en multi-laboratoire aussi, hein, pour certaines maladies. Vu qu'on est quand même très présent sur les réseaux internationaux, quand on sait qu'il y a les mêmes patients sur les mêmes maladies dans différents endroits, il y a des collaborations qui se forment pour aller plus vite et mieux comprendre effectivement tous ces enjeux. Tout à fait. D'accord. On a encore une question donc, de Robin, Cathy et Patrick qui demandent quel est aujourd'hui en termes de recherche l'espoir le plus prometteur pour avancer dans la connaissance et ou le traitement des déficits immunitaires. Quel est aujourd'hui en termes de recherche l'espoir le plus prometteur pour avancer dans la connaissance et ou le traitement des déficits immunitaires? C'est un peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas une réponse unique. C'est tous les efforts l'un dans l'autre qui nous amènent plus loin. Et je crois que c'est effectivement un grand changement. C'était l'accès aux méthodes de diagnostic génétique plus poussées, parce qu'avant, il fallait vraiment chercher gène par gène. C'était très contraignant, très consommateur en temps, en ressources, en tout. Et là, on a ces panels de gènes connus, c'est qui nous donne une première approche. On a les exos, même maintenant le séquençage du génome entier qui est lancé dans le plan France Génomique, qui nous donnera des réponses sur ces patients où on n'a pas encore tout compris en termes de mécanismes et de causes génétiques. Et c'est dans ce sens-là qu'on avance et toujours l'interaction. Voilà, la technologie, comme le disait Despina, quand on a commencé dans les déficits immunitaires, séquencer un gène, ça nous prenait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et aujourd'hui, à l'Institut Imagine, on a des machines qui sont capables. Donc, séquencer un gène, c'était lire quelques phrases de cet ensemble d'informations. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire ça en 24 à 48 heures pour avoir l'ensemble de l'information codante, donc des phrases qui ont une signification pour l'expression après des gènes en quelques jours. Donc ça, c'est effectivement des outils formidables pour aller plus vite et pour progresser. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a des approches qu'on appelle en cellule unique, le single cell, donc puisque en fait, jusqu'à présent, on mesurait des moyennes sur des populations de cellules, et aujourd'hui, on a la capacité, on aura de plus en plus cette capacité, je pense peut-être qu'on pourra séquencer une cellule, de regarder donc cellule par cellule ce qui se passe, qui va permettre une meilleure compréhension des dérégulations qu'on a chez les patients. Et puis, il y a de nombreuses technologies qui se développent et qui apporteront encore une amélioration dans le diagnostic, la compréhension et la prise en charge des patients. Alors, on a encore 4 questions. Et on a Milo qui demande s'il y a une définition consensuelle des maladies rares. Parce que, par exemple, la drépanocytose est rare en Europe mais fréquente en Afrique. Est-ce que… Alors, il y a une définition. Hein. La définition, c'est une définition qui est liée à la fréquence. Donc, en effet, cette fréquence, elle peut varier. Et la drépanocytose est un très bon exemple de région du monde à une autre. Mais la définition, c'est un cas pour 2000 naissances pour les maladies pédiatriques.
Donc, quand on a plus de 1 sur 2000, c'est plus une maladie rare, et quand on a moins de 1 sur 2000, c'est une maladie rare. Mais bon, ça reste des définitions qui sont… bon, il fallait bien mettre des limites, mais ça, finalement, on peut voir que ces maladies rares, par exemple, si on prend les déficits immunitaires, si on prend chaque déficit immunitaire, c'est un cas pour 100 000 ou un cas pour 1 million de naissances. Ce qui montre d'ailleurs qu'il est important de regrouper les études, parce que sinon, il y a des années, il n'y a pas de cas, donc de regrouper les centres de façon à regrouper les études sur ces patients rares. Mais maintenant, sur l'ensemble, c'est une fréquence de 1 pour 400. Donc là, on n'est plus du tout dans la maladie rare, si on considère l'ensemble des déficits immunitaires. Il y a à peu près un demi-million de personnes dans le monde qui sont atteintes de déficit immunitaire. Donc, est-ce qu'on peut parler de quelque chose de rare quand on est sur une telle population, sur 500 000 individus? Je pense que ce sont des définitions qui finalement sont plus trompeuses, parce que voilà, est-ce que 1 pour 2000, 1 pour 4000 ou 1 pour 1000, on a vraiment des fréquences si différentes? Alors c'est vrai qu'en effet, la drépanocytose, c'est un bon exemple d'une maladie génétique qui a une prévalence en Afrique qui est très, 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 très forte, et qui s'explique par la sélection des populations ancestrales, puisque certains étaient plus résistants enfin en tout cas les hétérozygotes étaient plus résistants à la malaria. Merci. On a Mylène aussi qui aimerait savoir s'il y a actuellement à l'Institut, imagine, des recherches sur le syndrome APS1 ou APS1. Oui, APS1, syndrome APCED, il y a des études qui sont en cours, alors notamment dans mon laboratoire et dans le laboratoire de Jean-Laurent Casanova. Donc, pour mieux comprendre les mécanismes de cette maladie auto-immune, qui est vraiment sévère, pour essayer effectivement d'apporter aussi des traitements. La compréhension de l'expression de ce gène qui est complexe, parce que le gène R, il est exprimé dans le thymus et on n'a pas accès au thymus. Donc, il y a des modèles qui sont développés. Et puis surtout, des syndromes auto-immunes polyendocrines qui sont similaires, mais pour lesquels il n'y a pas de mutation du gène R. Et donc, on est dans l'APCED-like, comme on dit, dans l'APS1-like. Et là, il y a de nouvelles causes génétiques qui sont en cours d'exploration, en particulier dans mon laboratoire, mais probablement dans d'autres. Ça fait partie des pathologies auto-immunes qui sont étudiées à l'Institut Imagine. Merci. On a 2 autres questions qui peuvent être regroupées en une. Les patients reçoivent-ils les résultats de leur analyse génétique? Et pourquoi faut-il parfois des mois pour obtenir justement ces résultats? Normalement, on rend les résultats, bien évidemment, aux patients. Après, c'est pas une démarche simple d'avoir un résultat. Je veux dire, d'aboutir à avoir des recherches qui donnent la réponse. Effectivement, si on tombe sur une maladie qui est bien connue dans les déficits immunitaires et on voit une erreur, on a entendu combien de milliards de lettres on a dans notre génome, et parfois c'est une lettre qui change. Donc si cette lettre elle a déjà été vue changer de la même manière chez un autre patient qui a les mêmes symptômes de la même maladie, c'est très simple de dire que c'est le gène, je ne sais pas, RAG1 avec telle mutation, et que c'est ça la cause de la maladie. Quand on n'est pas dans un contexte d'une maladie connue, ça peut durer des années et des années et des années, et parfois même encore à ce jour, on a tous des patients sur lesquels on a fait des recherches extensives et on n'a pas compris la cause de la maladie, parce que c'est éventuellement un gène qu'on ne connaît pas, un changement qui n'a jamais vraiment été vu chez un autre patient, mais dont on n'a aucune idée si ça change la fonction de la protéine qui en résulte. Donc, il faut se dire que ce code ATGC, c'est toujours 3 lettres qui donnent ce qu'on appelle un acide aminé. C'est un peu comme une perle d'un collier de perles qui se roule, qui forme une protéine. Et c'est excessivement difficile sur une protéine qu'on n'a jamais étudiée, dont on ne connaît pas la fonction, de se dire si la 30e perle elle a changé, est-ce que véritablement ça va générer un problème chez le patient ou pas?
Et c'est là où parfois, ça peut durer même des années. Et parfois, on est sur des fausses pistes parce qu'on est convaincu qu'on a trouvé une cause. On va aller plus loin dans les analyses, faire des tests fonctionnels, essayer de voir. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a autre chose chez le patient parce que, par exemple, il y a un autre enfant qui va naître dans la famille qui a la même maladie et qui n'a pas du tout la même erreur, et où on voit un autre patient avec la même pathologie qui tout d'un coup a une erreur dans une autre molécule dont on n'a même pas suspecté qu'elle pourrait être en cause. Et c'est là où c'est ça peut prendre beaucoup de temps. Effectivement, comme je dis, on a accéléré les choses, mais il reste parfois, parce que s'il est important d'accélérer les choses, d'améliorer le diagnostic, la compréhension et la thérapeutique, il est essentiel de ne pas donner de faux espoirs. Donc, et des fausses informations. Et des fausses informations. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'une cellule se divise, elle fait à peu près 2000 erreurs. Donc, quand elle recopie cette information pour se multiplier, elle fait 2000 erreurs à chaque fois. Donc, en fait, des erreurs, il y en a plein dans notre génome. Et elles n'ont souvent absolument aucune conséquence. Donc, toute la difficulté est de repérer une erreur. Donc, il faut voir que cette erreur, elle ne soit pas présente dans les banques de données qui sont disponibles, qu'elle ne soit pas présente chez les individus de la fratrie qui sont sains, etc. Donc, en fait, on a accéléré les choses, mais parfois, quand on n'est pas dans la liste des gènes qui sont connus pour être clairement associés à des déficits immunitaires, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, avec certitude, de démontrer que ce changement, cette erreur, est liée à la pathologie. Comme l'a dit Despina, il faut après aller voir au niveau donc, des ARN messagers, après au niveau des protéines, au niveau des fonctions cellulaires, pour vraiment faire une démonstration, c'est-à-dire qu'on soit sûr que cette mutation est associée à la maladie. Parce que tout ça, ça a beaucoup de conséquences sur l'appareil thérapeutique, sur le conseil génétique, puisque on peut transmettre ces mutations. Donc, est-ce qu'il y a un risque que d'autres enfants soient malades? Pour ça, il faut qu'on soit certain. On ne peut pas juste proposer des hypothèses. Il faut vraiment un diagnostic génétique. Et pour ça, en effet, malheureusement, de temps en temps, ça prend des mois, parfois des années. Et parfois, on a toujours quelques patients où, malgré les recherches les plus poussées, on n'a pas de réponse à ce jour. Alors, il y a aussi toute une quantité d'informations. Donc, sur ces 2 milliards de bases, seulement 10% sont importants pour fabriquer les protéines cellulaires. Il y a 90% de cette information qui est dite information dont on ne connaît pas bien la fonction. Donc, il y a parfois des mutations dans ces 90% qu'on ne sait pas encore interpréter. Et aujourd'hui, il y a des outils de bioinformatique qui sont développés notamment dans le laboratoire d'Antonio Roussel, qui est un bioinformaticien, qui essaye de mettre en évidence des outils pour nous permettre de prédire si ces mutations qui tombent dans les 90% d'informations dont on ne sait pas quoi faire, si elle peut avoir un impact sur les 10% d'informations. Donc là encore des progrès, mais là encore beaucoup de choses à comprendre. En fait, je crois qu'il faut rester humble et comprendre qu'il y a encore énormément de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Merci à vous pour cette conférence. On répondra aux 2-3 autres questions dans le chat directement. Merci d'avoir participé et on vous invite à nous retrouver pour la prochaine conférence à 11h qui aura pour thème les maladies inflammatoires intestinales de l'enfant. Merci. Merci à tous. Au revoir.